pyramides d'Égypte, dernière survivante des 7 merveilles du monde. La toute dernière expédition du célèbre archéologue Sir John Willard pourrait nous en apprendre plus sur les mystères de cet ancien monde, avec la découverte de la tombe du roi égyptien Menhera. Nul doute qu'une rivalité opposera le docteur Foswell du British Museum de Londres et le docteur Schneider du Metropolitan Museum de New York. Mais que la lutte soit amicale, n'est-ce pas, messieurs? La crainte des ouvriers égyptiens de la malédiction mortelle qui pèse sur la tombe depuis 3000 ans n'a pas effrayé le financier de l'expédition, Felix Bleibner. Il a été rejoint pour l'ouverture du tombeau par son neveu Rupert et son secrétaire Nigel Harper qui a photographié l'événement. Souriez, Menhera! Ça va nous prendre du temps pour enlever ce sceau en le gardant intact, Sir John. Non, 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 brisez-le! Ce n'est qu'une histoire de 5 minutes, John. Je sais ce que je fais, Monsieur Bleibner. Ce sceau n'a pas été brisé depuis plus de 30 siècles. Justement, ça a suffisamment duré. Messieurs, la chambre funéraire du pharaon Menhera. Docteur Ames, venez vite, il a un malaise. Une tragédie s'est déroulée dans la vallée des rois. Quelques minutes après avoir forcé l'entrée de l'antique tombeau du pharaon Menhera, l'éminent archéologue Sir John Willard a été terrassé par une crise cardiaque. Les rumeurs concernant l'antique malédiction frappant quiconque entrera dans le tombeau ont été qualifiées d'absurdes. Des messages, Miss Lemon? Non, Monsieur Poirot, aucun. Oh, si, il y en a un. Lady Willard a téléphoné tout à l'heure. Elle voudrait vous consulter. Oh. Sir John Willard est mort, je sais. N'est-ce pas effrayant? C'est un peu comme si une vengeance s'abattait sur quiconque profane le tombeau. Bonjour, mademoiselle. Je suis attendu. Entrez, monsieur. Merci. Tenez, voilà. Merci. Mon fils ne voulait pas que je fasse appel à votre concours, monsieur Poirot. Il pense que je me laisse influencer par ces rumeurs stupides au sujet d'une malédiction. Mais la mort de mon cher époux a provoqué un très grand choc en moi. Oui, bien sûr. Et de plus, mon fils désire se rendre en Égypte pour continuer l'œuvre de son père. Je suis incapable de vous dire pourquoi, monsieur Poirot, mais tout ce qui arrive fait que j'ai un mauvais pressentiment. Tous ces Américains, tous ces jeunes gens qui sortent de Yale, il semblerait qu'ils veuillent reprendre les fouilles du début. Mère, voyons. C'est Monsieur Bleibner qui apporte l'argent pour financer toute l'expédition, et sans lui, jamais on n'aurait pu faire de fouilles. Je n'ai pas confiance en Félix Bleibner. Ce n'est qu'un riche amateur. Et il a fait venir son neveu, en plus. Rupert n'est venu que rendre visite à son oncle. Excusez-moi, Lady Willard.
Je ne vois pas en quoi je puis vous être utile. J'ai l'impression qu'il n'y a nul doute que la mort de votre époux soit due à des causes tout à fait naturelles. Oh, eh bien... Nul doute, en effet. Je suis sincèrement navré, mais nous vous avons fait perdre votre temps. Monsieur Poirot. Je l'avais moi-même minutieusement examiné avant le départ. Son cœur battait comme une pendule. C'est plutôt curieux, non? Je veux dire que ça s'est passé à l'instant où la chambre funéraire a été Je ouverte. n'en ai rien à faire de cette prétendue malédiction. Je repars pour New York jeudi, messieurs. Quand est-ce le grand jour? Le 14 du mois prochain. Sauf si Bob me sauve la vie encore une fois. C'est vrai, un jour il m'a vraiment sauvé la vie. Sérieusement? Je peux te sauver si tu tombes à l'eau, Rupert, mais pas si tu sombres dans le mariage. Vous étiez tous les trois à Yale, n'est-ce pas? Oui, j'ai l'impression que c'était il y a un siècle. Qui va reprendre la direction des fouilles, à votre avis? Eh bien, je crois que ça va dépendre de votre oncle. C'est lui qui finance. Pourquoi ai-je l'impression que le docteur Foswell voudrait bien que ce soit lui? Ben, il est évident que le British Museum se doit d'être dans la course. Et pas le Metropolitan? Oh, ma modestie me l'interdit. Vous n'êtes pas couché d'habitude à cette heure-ci. Tu te joins à nous, mon oncle? Non, non, je n'arrivais pas à dormir. Est-ce que vous pourriez m'examiner le pouce demain matin? Oh, mais je peux le faire tout de suite si vous voulez, monsieur Bleibner, avant que j'aille me coucher. C'est une entaille que je me suis faite l'autre jour. Je vais regarder. Bonsoir, messieurs. Miss Lemon, j'ai quelque chose à vous dicter. Voudriez-vous venir avec votre bloc et un crayon? Je voudrais que vous envoyiez un télégramme au commissaire adjoint Bergman des services de police de New York. Pourriez-vous m'envoyer tous les renseignements que vous trouverez concernant la biographie de M. Rupert Bleibner, neveu du fortuné M. Félix Bleibner? Bien à vous, Hercule Poirot. Je pourrais écrire biogras. Plaît-il? Au lieu de biographie, je pourrais écrire biogras. Ce mot existe, Miss Flemon? Bien sûr qu'il doit exister. Un acteur disait dans un film que j'ai vu, « Donnez-moi la biographie de Dutch Schultz, Miss Longfellow ». Le mot biographie me convient beaucoup mieux. Ce sera tout. Merci, Miss Lemon. Oh! Qu'y a-t-il, Miss Lemon? Inutile d'envoyer ce câble au commissaire Bergman. Pourquoi cela, Miss Lemon? Envoyez ce câble au capitaine Hastings, voilà tout. Le capitaine Hastings est en Californie, vous l'oubliez. Non, il est sur le chemin du retour et il reste à New York jusqu'à vendredi. Qu'est-ce que c'est? Oh, je m'appelle Arthur Hastings. Je vous dérange? Qui? Arthur Hastings. Je suis un ami de votre oncle. Enfin, disons une relation, plutôt. Il m'a dit que je devrais venir vous rendre visite. Mon oncle Félix. Oui. Vous êtes allé le voir en Égypte récemment, je crois, non? Et où avez-vous connu mon oncle? Où je l'ai connu? Oh, eh bien, nous nous sommes rencontrés tout à fait par hasard, à une réception. Alors, qu'en dites-vous? De l'Égypte, bien sûr.
Il fait chaud. Écoutez, monsieur Hastings, je ne suis pas d'humeur très civilisée aujourd'hui, vous m'excuserez. Non, je comprends tout à fait. Au revoir. Heureux de vous avoir rencontré. J'espère vous revoir. Merci. Voyons, je vais prendre du thé, du porridge et des œufs au bacon, je vous prie. Cuit des deux côtés? Non, un côté suffira. 2 œufs cuits sans les retourner. Bacon canadien? Oh, oui, merci. Le millionnaire Bleibner meurt de façon mystérieuse dans la vallée des rois. Félix Bleibner est mort? Oui, il est mort il y a 3 jours. Je suis désolé, je croyais que vous le saviez. Ça a été horrible, la plus horrible des morts. Il était devenu aveugle à la fin. Où est le médecin? Le docteur Ames? Je vous emmène le voir. Doucement. Faites attention aux pieds. Faites attention! Il n'aurait pas mieux valu l'envelopper? Non. Non, je ne crois pas. Non, je préfère qu'il voit ce qu'il porte. Oh, docteur Ames, un instant, si vous le permettez. Voici Sir Guy Willard, le fils de Sir John. Docteur très heureux. C'est moi. Et voici Monsieur Harper. Enchanté. Et Monsieur Schneider. Monsieur Schneider. Bonjour. Sir Guy est venu pour prendre la direction des fouilles. Docteur Ames, je suis anéanti par ce qui est arrivé à Monsieur Bleibner. Une septicémie. Comment ça a pu se produire? Une petite entaille au pouce. Rien de bien grave, du moins au départ. Et le docteur Ames l'a amputé du bras droit la semaine dernière. Amputé, dites-vous? Pourquoi n'en ai-je pas été informé? Bien, nous ne savions pas que ça vous intéressait. Je suis plus qu'intéressé. Le British Museum m'a donné son accord pour que je reprenne les fouilles. Mais la mort de M. Bleibner doit changer la situation. C'est évident, Monsieur Schneider. Je suggère de ne rien modifier tant que le testament de Monsieur Bleibner n'a pas été ouvert. En attendant, pourriez-vous m'indiquer mes quartiers, Monsieur Foswell? Messieurs? Monsieur Bleibner? Monsieur Bleibner? Ici le standard? Donnez-moi la police. Bien, monsieur. Cela s'est-il révélé être une surprise pour tout le monde? Absolument. Personne n'est arrivé à comprendre. Apparemment, il n'avait aucune raison de vouloir se suicider. Il n'avait que 30 ans. Était-il en bonne santé? Une santé de fer, semble-t-il. D'après tout le monde, il faisait beaucoup de sport. Il avait joué au football pendant ses études. Il détenait un record local du 100 mètres et bon joueur de golf. Très bon classement. Bien jouer au golf n'a jamais empêché de se suicider, Hastings. On voit que vous ne connaissez rien au golf, Poirot. Que faisait ce jeune homme dans la vie? Eh bien, jusqu'à il y a 6 mois de cela, il était à Hawaï, où il apprenait l'hôtellerie. Avait-il des problèmes de sensibilité extrême?
Ah, vous parlez des filles, Seigneur, non, au contraire. Il devait épouser cette fille divine qui est Mélanie Wise. Il n'y a pas de quoi se tirer une balle dans la tête. Oh, mais attendez, la première fois que je l'ai vu, il m'a semblé, comment dire, vivre en dehors du temps. C'était le milieu de l'après-midi, il était encore en pyjama. Il semblait ne pas s'être lavé depuis une semaine. Oh oui, il portait des gants blancs aussi. Des gants blancs? Oui, vous savez, ces gants de coton blanc. Savez-vous s'il avait des problèmes d'argent? Pas le moindre, pour autant que je sache, et encore moins depuis que l'oncle Bleibner était mort, puisque sa fortune lui revenait. Ah, au fait, tout à coup, j'y pense. Qui va hériter ses millions, maintenant? Ah, vous savez qu'il a laissé un mot. Non, Hastings, je ne le savais pas. Et j'en ai fait une copie. Ce n'est pas la peine de continuer. Je suis un lépreux, un proscrit. Il vaut mieux que je mette un terme à ma vie plutôt que de faire souffrir les gens que j'aime. Rupert Bleibner. Vous n'aviez pas l'air de vous sentir bien au petit déjeuner, Schneider. C'est douloureux? Pas du tout. Si je bouge votre bras de cette façon, c'est douloureux? Non, je ressens une sorte d'engourdissement autour des épaules et dans la nuque qui ne passe jamais. Et il vous arrive d'avoir du mal à avaler? Oui, j'ai un peu de mal en effet, et ça depuis quelques jours. Et comment le savez-vous? Hassan? Oh, Dr. Ames, oui? Je pars en voiture pour le Caire. Je vais à l'hôpital britannique. Je dois les persuader de me donner du sérum antitétanique. Vous allez revenir quand? J'espère vendredi, si je peux rouler jour et nuit. Soyez prudent, docteur. Oui. Hassan, essaie de contacter le Caire par téléphone pour leur dire que j'arrive. Merci. Ça continue, Monsieur Poirot. D'abord mon mari, ensuite Monsieur Bleibner, puis son neveu. Poursuivez, je vous écoute, Lady Willard. Supposez qu'il y ait quelque chose de vrai dans cette malédiction. Racontez-moi ce qui est arrivé. Monsieur Schneider, du Metropolitan Museum de New York, est très malade. Il a le tétanos. Mon fils vient de m'envoyer ce télégramme. Je suis désolé, vous devez me prendre pour une vieille superstitieuse. Non, 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 pas du tout, Lady Willard. Je crois moi aussi en la force de la superstition. C'est une des plus grandes forces que le monde ait jamais connues. Et vous voudriez que Hercule Poirot essaie de protéger votre fils de ces forces toutes puissantes. Est-ce possible? Oui, bien sûr, mais avant je dois faire fonctionner mes petites cellules grises. Qu'il fait de bouger? Bien sûr que non, voyons. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Je n'arrive pas à le voir. Non, je ne vois rien du tout. Ça ne bouge plus. Essayons de voir ce qui est écrit. C'est indéchiffrable. Mais si, il y a un C et ça c'est un L. Oh, ce n'est pas très distinct. En tout cas, je suis sûre que quelqu'un essaye de nous dire quelque chose. Peut-être est-ce dans une langue étrangère. Ça pourrait bien être de l'arabe. Oh, j'y pense. Quoi? Si c'était le roi Ménéra qui essayait de nous parler. Mr. Hastings, que faites-vous avec cette planchette? Oh, on jouait à un petit jeu. C'est amusant, vous savez. Nous communiquions peut-être avec Ménéra. Hastings, reprenez vos esprits, voulez-vous? Nous avons un travail des plus urgents à faire.
Demain, nous nous envolons pour le Caire. Pour le Caire? Oui, en Égypte, Hastings. Ça, je le savais. Ensuite, direction la vallée des rois. Il s'est brisé la mâchoire. Comment ça brisé? Eh bien, les muscles se sont si violemment contractés que ça a brisé les os. Oh, Seigneur. Il y a quelque chose à faire? Il ne réagit pas au sérum. Vous êtes Monsieur Poirot? Oui, ou plutôt ce qu'il en reste. Léonard Foswell du British Museum. Ah, Monsieur Foswell. Nous avons reçu un câble de Lady Willard. Je suis désolé que votre arrivée tombe si mal. Je vais vous conduire à votre tente. Vous ne voyez pas d'inconvénient à la partager? Non, aucun, voyons. Capitaine Hastings, heureux de vous connaître. Moi aussi. Vous étiez annoncé par Lady Willard. Hassan affectera un de ses hommes pour s'occuper de vous. Il sera à votre service. Oh, ça semble parfait. Dites-moi, Monsieur Foswell, pourquoi avez-vous dit qu'on tombait si mal? À cause de Monsieur Schneider. Ah, il est malade, c'est ça? Il est... C'est insupportable de voir ça. Le sérum ne fait rien? Non. Son état semble même s'aggraver. Oh non. Qui est-ce? Le détective dont ma mère affole. Sur qui? Schneider est mort. C'est fini. Et vous êtes tout à fait sûr, n'est-ce pas, docteur Ames, que la mort de Monsieur Schneider est due au tétanos? J'en suis sûr. On n'a pas pu, par exemple, utiliser de la strychnine pour l'empoisonner. De la strychnine? Non, Monsieur Poirot, ça ne peut en aucun cas être ce genre de choses. Il est plus qu'évident que c'est un cas de tétanos. Vous lui avez administré un antitétanique. Bien sûr. Tout ce qui pouvait être tenté pour le sauver a été tenté. Mais Monsieur Bleibner est mort d'une affection totalement différente. Monsieur Bleibner s'était écorché le pouce. La blessure s'est infectée et la septicémie s'est installée. Les deux cas peuvent se ressembler pour un profane, mais ils sont en réalité très différents. Il faut poser toutes les questions qui vous sembleront utiles. Nous sommes affligés par ces catastrophes en série. Mais ça ne peut pas être autre chose que des coïncidences. Je vois. Et vous êtes déterminé, Sir Guy, à continuer les fouilles. Monsieur Poirot, quoi qu'il puisse arriver, je tiens absolument à achever l'œuvre de mon père. Bien sûr. Alors évidemment, nous devons découvrir quelle est exactement la situation.
C'est une boîte à parfum en albâtre. D'une hauteur de 30 cm, largeur 17,5. Santé. Jasmin. Un jasmin qui a 3000 ans. Depuis quand vous intéressez-vous à l'égyptologie, monsieur Harper? Oh, depuis que je travaille pour monsieur Bleibner comme secrétaire. J'étais étudiant à l'époque. Vous étiez à Yale avec Rupert Bleibner. Oui, j'avais réussi à avoir une bourse. Ames était avec nous aussi. On sortait tous de Yale, la classe 27. Voilà qui est très intéressant. Il se trouve que 4 membres de cette expédition sont des gens qui se connaissent depuis un temps considérable. Le docteur Ames, Rupert Bleibner, et même vous étiez à l'université, ainsi que l'oncle de Rupert Bleibner. C'est exact. Et 2 d'entre eux sont morts. Vous essayez de me faire peur. Parlez-moi de monsieur Rupert. Je croyais le connaître, je ne comprends pas son geste. Au moment où il est arrivé ici, il était en bonne santé. Ah, ça oui. Je ne crois pas qu'il ait été malade un seul jour dans toute sa vie. Et cependant, c'était un hypocondriaque. Il avait toujours un bobo quelque part qui le tourmentait constamment. Mais la dernière fois que vous l'avez vu, il ne souffrait de rien. Non, je ne me rappelle rien de spécial. Enfin, si, il avait un léger eczéma sur les mains dont il faisait toute une affaire. Monsieur, il faut que je vous parle. Oh, bien, je vous écoute. J'étais au service de Sir John et maintenant je sers son fils. Oui, continuez. Vous êtes un sage, paraît-il. Oh, n'exagérons rien. Vous avez appris à combattre les esprits du mal. Je vous en supplie, monsieur. Il ne faut pas que le jeune maître reste là. Il y a trop de puissance maléfique autour de nous. Eh bien, ça ne dépend pas de moi, car il est... Nous avons donc 4 morts qui sont toutes dues à des raisons différentes. Une crise cardiaque, un empoisonnement, un tétanos et un suicide. Exactement. N'y a-t-il rien qui pourrait relier ensemble ces 4 morts? Vous voulez dire un point commun? Non. Monsieur Poirot, je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Alors, monsieur Harper, si vous le permettez, je vais préciser les choses. Y aurait-il eu un acte commis par ces messieurs, ou plutôt par ces victimes, qui vous aurait semblé dénoter un manque de respect envers l'esprit de Menherra? Oh, arrêtez, je vous prie. C'est une superstition stupide et vous le savez très bien. Vous racontez n'importe quoi. Vous ne croyez pas qu'une telle chose soit possible? Non, jamais de la vie. Nous sommes des scientifiques, on ne croit que ce qui est scientifiquement prouvé. Cela va de soi. Donc la science aurait été inconnue de l'ancienne Égypte. Non, non, je vous en prie, ne me répondez pas, mais j'aimerais que vous me disiez une chose. Vos ouvriers égyptiens, qu'en pensent-ils? S'ils voient que leur chef perd la tête, ils vont leur emboîter le pas très vite. Oui. Oui, il se peut qu'ils aient peur, mais ils n'ont aucune raison d'avoir peur. Veuillez m'excuser, mais je me sens... Hassan! Venez m'aider. Un peu de brandy lui ferait du bien, non? Non, 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 je ne crois pas. On va le ramener dans sa tente. Seigneur, le pauvre garçon. Je prends une autre photo? Pas maintenant. Saviez-vous, monsieur Poirot, que la couronne de fleurs de la cérémonie funéraire se trouvait encore dans l'antichambre quand mon père a ouvert le tombeau? Oh, c'est surprenant, n'est-ce pas, Sting? Oui, absolument. Comment va le docteur Ames aujourd'hui? Toujours pas bien.
Il a voulu se lever, mais j'avoue que je m'inquiète pour lui. Tout est prêt. Alors allez-y. Fixez les cordes. Quelle merveille. Il repose ici dans le plus profond silence depuis 1 millier d'années avant que Troie ne fût assiégée. Que Rome ne se lève et ne tombe. Des guerres et des catastrophes ont changé la face du monde. Et pendant ce temps, ce roi attendait, oublié de tous, quelques pieds sous terre. Monsieur Foswell ? Entrez. Quel événement, monsieur Foswell. Quoi? Mais d'avoir eu le privilège d'être présent quand on a soulevé le couvercle du sarcophage. Oh oui. Oui, c'est ce que je suis en train de taper. Ah, vous rédigez les rapports pour l'expédition, n'est-ce pas? Pour l'expédition? Oh non, 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 jamais de la vie. Non, je fais un rapport quotidien qui n'est destiné qu'à Sir Andrew Cairns. Ah. Puis-je? Je vous en prie. Merci. Vous dites Sir Andrew Cairns. C'est le responsable des antiquités du British Museum, n'est-ce pas? C'est cela. Les autres font leur propre rapport, mais entre nous... Enfin bon, peu importe. Quand Monsieur Schneider avait encore la chance d'être en vie, lui, il devait faire ses rapports pour le Metropolitan Museum. Oh, je suppose que oui. Vous comprenez, je ne voudrais pas dire du mal des morts, mais ça vous donne une idée de l'érudition de ces messieurs quand le Metropolitan envoie ici un homme tel que Schneider. Le pauvre vieux. Le British Museum n'aurait envoyé personne à part le meilleur de ses archéologues. Qui sera le futur responsable des antiquités en même temps? Pardon? Oh, eh bien, là-dessus, je ne peux rien dire. Il est évident que Sir Andrew doit prendre sa retraite dans 2 ans. Si je fais du bon travail ici et qu'ils en sont contents, eh bien... Ah, la magie des Égyptiens et des Chaldéens. Vous êtes couché, Poirot? C'est un ouvrage des plus intéressants, Hastings. Écoutez ça. Puissent vos glaives être toujours loin de moi, mes mains ne jamais toucher le poison. Puissais-je ne jamais tomber sur votre champ de bataille, car je sais qui vous êtes, et mon cœur est avec Osiris. Dites-moi, Poirot, vous vous sentez bien? Parfaitement bien. Vous vous êtes beaucoup exposé au soleil ces jours-ci, vous n'en avez pas l'habitude. Je vais parfaitement bien, merci, Hastings. Hastings, qu'arrive-t-il à Miss Lemon? Miss Lemon? Oh, rien, du moins ce que je sais. Je vous en prie, ne jouez pas les cachotiers avec moi. Je vous ai vu avec Miss Lemon et sa planchette. Eh bien, je crois que c'est à cause de sa jeune chatte. Vous savez, celle qu'elle avait appelée la Grande Catherine parce qu'elle aimait dormir près de la cheminée. Cette chatte est morte, n'est-ce pas? Oui, elle l'est. Notre Miss Lemon n'arrive pas à s'en remettre. Alors elle essaye d'entrer en contact avec elle. Ah, Je pense qu'elle doit... Hastings, regardez! Mon Dieu! Délivrez-moi de ce Dieu dont la tête est celle d'un chien, mais dont la peau est celle d'un homme, dont la malédiction est le royaume qui dévore le cœur des humains en rejetant les immondices. Quiconque le voit en meurt. Mais, Hastings, mais que faites-vous? Je fais ma sieste, voyons. Non, 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 pas question ainsi. Debout, nous avons un travail urgent. Allez, venez.
لمع العربية يا اخوي، لمع العربية عشان الفيه يديلك. لمع العربية يا اخوي. معهم فلوس كتير هم على النور يا ولد. يلا والله. هدي ولا هات حجارة. احنا شغل على طول النهار. فين القهوة؟ جيب القهوة يا محمد. Savez-vous à qui est cette tante, Hastings? Au docteur Ames. Vous allez monter la garde, mon ami, pendant que je vais la fouiller. La fouiller? Voyons, Poirot! 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 Tiens. Pardon? Vous vous sentez un peu mieux, docteur Ames? Est-ce que vous vouliez me voir? Non, pas du tout. J'attends Poirot, en réalité. Vous ne l'auriez pas vu par hasard. J'avais rendez-vous avec lui et il n'est toujours pas là. Vu tout à l'heure. Je ne l'ai pas revu depuis un moment. Non, je me demande ce qu'il peut faire. Poirot? Je voudrais passer. Pardon? Je voudrais entrer dans ma tente. Ah, parce que c'est votre tante. Je ne l'avais pas réalisé. Elles sont très pratiques, ces tantes, je trouve. S'il vous plaît, Captain Hastings. Poirot, ça a failli être la catastrophe. La catastrophe, oui, je suis couvert de sang. Ames a dû me prendre pour un parfait idiot. Ah, c'est... Oh. Pourtant, vous avez du sable en Belgique. Pas à Bruxelles, Hastings. Allô, Miss Lemon, vous m'entendez? Oui, j'ai trouvé le notaire de Monsieur Bleidner et je sais ce qu'il y avait dans le testament. Un petit instant, je vous prie, Miss Lemon. Allô? Alors, il vous a dit ce qu'il y a dans le testament? Bon, alors allez-y, je vous écoute. Oui. Vous dites un étui à cigarette, Miss Lemon? Je crois que ça ne devait être qu'une plaisanterie, Monsieur Poirot. Ah oui, je vois. Alors continuez, je vous prie. Merci, Miss Lemon. Au revoir. Alors, vous voulez de l'argent, à condition que vous soyez sage, hein? J'ai presque envie de me porter volontaire pour rester ici, Poirot. Et pourquoi faire, Hastings? Me lancer dans l'archéologie. Ne ressentez-vous pas cette fascination? La vie dans le désert, pénétrer au cœur d'une civilisation aujourd'hui disparue. Ah, ma tisane, merci Hassan. Sur la table à côté de mon lit, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais bien qu'on arrive à résoudre cette affaire. Parfois, je me dis qu'il n'y a pas d'affaire du tout, puisqu'on a 3 morts naturelles et un suicide. Qu'en pensez-vous, Poirot? Vous ne semblez pas encore avoir de théorie. Je me trompe? Mon Dieu, Poirot! Docteur Ames! C'est Poirot, venez vite! Que se passe-t-il, Hastings? Poirot est malade. On dirait qu'il ne respire plus. Il a mis son infusion. Veillez à ce qu'Hassan ne s'enfuit pas. Le pouls bat encore. Qu'y a-t-il? C'est Poirot. Il s'est évanoui. Vous voulez sentir? Ça sent l'amande. Du cyanure. Que je n'ai pas bu, fort heureusement. Vous m'aidez, Hastings? Pendant que mon ami le Captain Hastings allait appeler le Dr Ames, j'ai profité de son absence pour verser le contenu de ce verre dans ce petit flacon. Et je vais m'empresser de faire analyser le contenu de ce petit flacon.
Il est inutile de tenir compte du premier décès pour expliquer ce qui s'est passé, excepté pour une chose. C'est la mort due à des causes naturelles de votre père qui a donné à notre meurtrier son idée. Plus il y aurait de morts, et plus la rumeur parlerait de la malédiction de Menera. Moins il y aurait de gens qui penseraient à se poser la bonne question. Et dire que nous pensions que vous étiez aussi superstitieux que tous les autres. C'est le but que je recherchais. Et voyez-vous, je voulais endormir le meurtrier dans un sentiment de sécurité trompeur jusqu'à ce que je sois prêt. Et j'avoue modestement que j'y ai parfaitement réussi. Le meurtrier a cru qu'il suffisait de nous impressionner encore un peu pour que Hastings et moi-même repartions précipitamment pour l'Angleterre. Oh mon Dieu! Il a cru qu'une petite mascarade ferait l'affaire, mais non. Je devais le pousser à passer à l'action. Alors j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'il s'alarme tellement qu'il se sente obligé de m'ajouter à la liste de ses victimes. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour alarmer à ce point notre meurtrier? Pour le pousser à se trahir et à tenter de m'empoisonner? Revenons, si vous le voulez bien, au premier meurtre. Celui de M. Félix Bleibner. Vous n'êtes pas couché d'habitude à cette heure-ci? Tu veux te joindre à nous? Non. Je me suis demandé qui pouvait vouloir assassiner M. Félix Bleibner. C'était un homme très riche. Mes soupçons se sont donc portés d'abord sur son héritier et neveu, M. Rupert Bleibner. Mais non. M. Rupert Bleibner s'est suicidé avant même d'apprendre la mort de son oncle. Alors je me suis posé la question suivante. Pourquoi M. Rupert Bleibner avait voulu en finir avec la vie alors que c'était un homme jeune qui avait réussi, qui était heureux et qui ne pensait pas à la mort puisqu'il n'avait même pas fait de testament? Jamais je ne comprendrai son geste. Et pourtant, M. Foswell, il nous en a donné les raisons de façon parfaitement claire dans le petit mot qu'il a laissé. Les termes en étaient si clairs que nous avons cru qu'il ne s'exprimait que par métaphore. Or, il n'en avait rien fait. Je suis un lépreux et un proscrit. Il vaut mieux que je mette un terme à ma vie plutôt que faire souffrir les gens que j'aime. Alors qu'il était à la veille de se marier et que c'était un homme heureux qui avait réussi sa vie. M. Rupert Bleibner était persuadé qu'il était condamné. Il croyait avoir la lèpre. Pendant ces derniers jours, il portait même des gants blancs pour cacher les marques insupportables de cette maladie. Mais pourquoi croyait-il être lépreux? Parce que quelqu'un lui avait dit qu'il l'était. Et il y avait de très bonnes raisons pour qu'il le croie. À une époque, il avait vécu à Hawaï, où cette maladie était endémique. Et pendant qu'il était à Hawaï, il a dû apprendre l'existence de la fameuse huile de chaumou gras. En revanche, il n'a pas dû entendre parler des médicaments qui l'ont supplanté, mais il devait savoir à quoi servait l'huile de chaumou gras. Mais cette huile dont vous parlez, qu'est-ce que c'est? L'huile de chaumou gras, Hastings, fut autrefois le seul traitement qu'on avait pour la lèpre. Mais dans cette affaire, elle a servi uniquement de camouflage pour convaincre Rupert Bleibner qu'il avait la lèpre. Mais comment le savez-vous? Je le sais, mon bon ami, parce que j'ai volé de l'huile de chaumou gras à notre meurtrier. Hercule a découvert son secret. Mais quel secret? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Monsieur Rupert Bleibner avait consulté le docteur Ames pour une petite histoire d'eczéma. Le docteur Ames a diagnostiqué la lèpre. Et le pauvre monsieur Rupert Bleibner n'a pas trouvé d'autre solution que la mort. Tout ça ne veut rien dire, voyons. Enfin, pourquoi l'aurais-je poussé à se suicider? Rupert était mon ami. On était à l'université ensemble. Chez le notaire de monsieur Rupert Bleibner, il y a une feuille de papier. Elle est vieille et chiffonnée. Elle a certainement été écrite à l'université lors d'une soirée de beuverie, mais elle est de la main de monsieur Rupert Bleibner. Il y est écrit ce qui suit. Ceci est la dernière volonté et le testament de Rupert Bleibner. Je lègue mon étui à cigarette qu'il admire tant, ainsi que tout ce que je posséderai à ma mort, à mon grand ami Robert Ames, qui m'a un jour sauvé la vie en m'évitant de me noyer. Voyez-vous, docteur Ames,
Vous saviez très bien qu'à la mort de M. Félix Bleibner, l'intégralité de sa fortune reviendrait à son héritier et neveu, M. Rupert Bleibner. Mais si M. Rupert Bleibner mourait... Très bien. Restez tous où vous êtes. Lâche-moi! Laisse-moi m'en aller! Vous avez déjà 3 morts sur la conscience, Dr. Ames. N'est-ce pas suffisant? Le docteur Ames n'a pas tué mon mari? Non, Lady Willard. La mort de votre époux, Sir John, est due à des causes tout à fait naturelles. Voyez-vous, les seules morts qui intéressaient le docteur Ames étaient celles de M. Félix Bleibner, qui a succombé à une septicémie que le docteur Ames a introduite dans la coupure qu'il avait au pouce, et celle de M. Rupert Bleibner, que le docteur Ames avait conduit au suicide en le persuadant qu'il était devenu lépreux. Et le docteur Schneider? C'est la même chose. Le docteur Ames a injecté au pauvre Henry Schneider le bacille du tétanos pour renforcer la thèse de la malédiction de Menherja. Je crois que vous avez fait preuve d'une merveilleuse clairvoyance. Au revoir, monsieur. Sir Guy. Je retourne dans la vallée des rois demain. Avec ma bénédiction cette fois. Bonne chance. Je vous remercie. Au revoir. Miss Lemon, voudriez-vous venir, je vous prie? Miss Lemon, quoique résoudre cette affaire ait été extrêmement difficile, Hastings et moi-même avons pensé à vous apporter un petit présent provenant du tombeau du roi Menherja. Vous avez bien dit du tombeau? Oui. Voilà. C'est l'image même du chat préféré du roi Menherja. Il était enterré avec lui dans sa sépulture pour lui tenir compagnie pendant son long voyage. Oh, il est magnifique. Quand vous irez dormir, vous le prendrez avec vous et la grande Catherine viendra vous voir pendant la nuit. Oh, Monsieur Poirot, merci. Je ne vous aurais jamais cru capable de lui jouer un tour pareil. Non, 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 Hastings, ça n'a rien à voir. Car ainsi que je l'ai dit au début de cette affaire à Lady Willard, le pouvoir de la superstition est le pouvoir le plus grand qui soit au monde.